Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Dossier délicat, je vais vous parler de l'affaire du Rainbow Warrior, ou quand la France utilise des méthodes de barbouze. Nous sommes le mercredi 10 juillet 1985. Le Rainbow Warrior est amarré dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. 25 membres de Greenpeace se trouvent à bord de ce chalutier pour préparer une action contre les essais nucléaires français au large de l'atoll de Mururoa, en Polynésie française. Comme souvent, les discussions sont animées. Aux alentours de 23h30, la réunion se termine. Une partie de l'équipe rentre en ville pour aller se coucher. Il ne reste sur le bateau que Peter Wilcox, le capitaine du Rainbow Warrior, et 11 membres d'équipage. À 23h48, une explosion retentit et secoue le bateau au niveau de la salle des machines. C'est la panique. Tout le monde réussit à sauter à terre. Dans la précipitation, Fernando Pereira, photographe néerlandais d'origine portugaise et membre de Greenpeace, décide de retourner sur le chalutier pour récupérer son matériel. À 23h51, une seconde explosion survient et coule le bateau. Fernando décédera noyé, pris au piège dans sa cabine. Il avait 35 ans. Le lendemain matin, Jim Keogh, porte-parole des écologistes, déclare que cet accident va éviter bon nombre de difficultés aux Français. De son côté, Huguette Bouchardot, ministre française de l'Environnement, exprime sa sympathie pour l'équipage du Rainbow Warrior. Elle explique que la France n'est absolument pas responsable de ce coup de commando meurtrier. Un certain nombre de cambriolages ayant précédemment eu lieu sur le port, une équipe de vigiles venait d'être engagée. L'un d'entre eux remarqua le soir des explosions un couple dans une camionnette ayant un comportement étrange, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Ils décident de noter le numéro d'immatriculation. La police découvre que le véhicule a été loué par un couple de Suisses, Alain Jacques et Sylvie Claire Tourange. Ainsi, le 12 juillet à 9h du matin, ils sont interpellés à l'aéroport d'Auckland alors qu'ils rendent la camionnette à l'agence de location. Ils sont relâchés mais ont interdiction de quitter l'île. Ils vont être logés dans un hôtel et seront étroitement surveillés. Le couple passera un appel téléphonique à un numéro français. Méfiant, le surintendant Alan Galbraith, policier néo-zélandais, envoie un téléx à Berne avec la copie des 2 passeports. 2 jours plus tard, les autorités suisses indiquèrent que les documents d'identité étaient faux. Les enquêteurs arrêtèrent aussitôt monsieur et madame Tourange. Ils avaient désormais sous la main 2 suspects dont l'identité réelle leur était inconnue. Ils disposaient aussi du numéro de téléphone parisien. La probabilité que leur client soit français augmentait. Après vérification, l'appel téléphonique avait été donné à l'appartement de sécurité de la DGSE, les services secrets français, où une permanence était assurée durant toute la durée de l'opération. Le 8 août, François Mitterrand écrit à David Lange, Premier ministre néo-zélandais. Monsieur le Premier ministre, les informations qui nous sont transmises nous apprennent qu'un lien existerait entre les services français et 2 personnes inculpées par la justice néo-zélandaise dans l'affaire du Rainbow Warrior. On ne peut qu'attendre les conclusions des enquêtes en cours pour connaître le degré d'exactitude de ces informations et quelles personnes auraient alors à répondre de leurs actes. Cependant, je tiens dès maintenant à vous dire à quel point je réprouve, et le gouvernement de la République avec moi, l'attentat criminel commis sur votre territoire, et qu'aucune raison ne saurait excuser. Vous savez qu'en dépit de l'absence de convention entre la Nouvelle-Zélande et la France, le gouvernement français a demandé à nos services de justice et de police d'apporter leur totale coopération à ceux de vos enquêteurs qui se trouvent actuellement dans notre pays.
Ordre a été donné par le Premier ministre M. Laurent Fabius d'apporter toutes les facilités complémentaires possibles à vos investigations auxquelles s'ajoutent, bien entendu, les nôtres. J'entends que cette affaire soit traitée avec la plus grande sévérité et que votre pays puisse compter sur l'entière collaboration de la France. Croyez, Monsieur le Premier ministre, à l'expression de ma très haute considération. Le président français demande au Premier ministre qu'une enquête soit faite. Elle est confiée à Bernard Tricot. Le 25 août, un premier rapport est publié, mettant hors de cause le gouvernement ainsi que la DGSE. Cependant, le rapport est loin de convaincre. Le 20 septembre, Charles Hernu, ministre de la Défense, est contraint de démissionner. Le 22 septembre, Fabius se présente devant la presse et déclare « Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé le Rainbow Warrior. Ils ont agi sur ordre. » Revenons un petit peu sur l'histoire de Greenpeace et du Rainbow Warrior. En septembre 1971, un groupe de militants nord-américains, pacifistes et écologistes, embarque à bord du Phyllis Cormac pour protester contre les essais nucléaires américains prévus sur l'île d'Amchitka, au large de l'Alaska. Leur but est d'empêcher ces manœuvres en se plaçant au centre de la zone d'essai. Cette action fait sensation dans le monde entier et atteint son but. En 1972, les États-Unis, sous la pression massive du public, annoncent la fin des essais nucléaires à Amchitka. Les militants de l'expédition cherchent alors un nom évocateur des problématiques qu'ils défendent, environnement et pacifisme. Ce sera Greenpeace. Les premières actions de Greenpeace concernaient la lutte contre le nucléaire et la protection des océans. Greenpeace a ensuite progressivement élargi son combat. Lutte contre le changement climatique, contre la pollution par les produits toxiques, protection des forêts, dénonciation des OGM et des pesticides, promotion des énergies renouvelables et de l'agriculture écologique. Le premier Rainbow Warrior, littéralement guerrier de l'arc-en-ciel, nommé d'après une légende amérindienne, est un ancien chalutier de haute mer. Il est utilisé par l'association dans les années 80 pour naviguer dans les parages des atolls et gêner les essais nucléaires français en cours à cette époque dans le Pacifique sur les deux îles polynésiennes de Mururoa et Fangataufa. Construit en 1955 à Aberdeen en Écosse en tant que chalutier de haute mer sous le nom de Sir William Hardy, il est utilisé par le ministère de l'Agriculture du Royaume-Uni jusqu'en 1977. Vendu pour 40 000 livres à Greenpeace, il subit 4 mois de travaux pour devenir le Rainbow Warrior et devient leur premier bateau et navire amiral, mis en service le 29 avril 1978. En 1983, en pleine guerre froide, il pénètre dans les eaux interdites de Sibérie pour documenter le massacre des baleines grises. En 1985, le Rainbow Warrior appareille pour l'atoll de Round Lap, dans le Pacifique Sud. À la suite d'essais nucléaires américains effectués de 1946 à 1956, des poussières radioactives ont recouvert l'atoll. Les répercussions sur la population locale sont désastreuses. Cancer, leucémie, malformations génitales en nombre très élevé. Au cours de l'opération Exode, Greenpeace évacue toute la population de Roundlap vers l'île de Merato. C'est après cette opération que le bateau arrive à Auckland le 9 juillet 1985. On apprendra que l'attentat contre le Rainbow Warrior, que le gouvernement appellera tristement « projet satanique », se préparait depuis plusieurs semaines déjà. L'agent de la DGSE Christine Cabon, alias Frédéric Bonlieu, lieutenant dans l'armée française, a infiltré le groupe de militants en avril-mai 1985 pour apprendre la date de l'arrivée du Rainbow dans le port néo-zélandais. 3 équipes du service Action sont aussi dépêchées sur le terrain. Le 19 mars 1985, le directeur de cabinet du ministre de la Défense Charles Hernu est convoqué par son ministre qui lui demande de préparer une opération contre le Rainbow Warrior.
Le but du chalutier est d'emmener d'autres bateaux vers l'atoll de Mururoa pour protester contre les essais nucléaires français et les gêner dans la mesure du possible. Or, en novembre 1984, plusieurs rapports parviennent sur les bureaux du ministère de la Défense. Selon les informations des autorités militaires à Papeete, l'organisation écologiste se préparerait à une campagne beaucoup plus virulente et agressive qui remettrait en cause le nucléaire français. De plus, les services secrets français soupçonnent Greenpeace d'être financé par des organisations proches de l'appareil de propagande soviétique et d'espionner les essais nucléaires. L'amiral Lacoste, directeur général de la sécurité extérieure de 1982 à 1985, explique que l'action contre Greenpeace a été donnée, selon lui, avec l'accord du président François Mitterrand. Il raconte avoir été reçu en audience par le président de la République le 15 mai à 18h. Il avait mis cette question au premier point de l'ordre du jour. Il a demandé au président s'il l'autorisait à mettre en œuvre le projet de neutralisation qu'il avait étudié à la demande de Charles Hernu. Le président lui a donné son accord en manifestant l'importance qu'il attachait aux essais nucléaires. Cette opération est préparée par les officiers du service Action de la DGSE qui, après son échec lors des attentats de Beyrouth du 23 octobre 1983, a un nouveau chef, le colonel Jean-Claude Lesquer, prêt à relever le défi. Les délais pour monter l'opération sont très brefs. 5 hypothèses d'action sont proposées pour l'opération satanique. L'envoi d'une équipe médicale diagnostiquant la jaunisse chez l'équipage mise en quarantaine, le versement dans le réservoir à combustible du bateau de bactéries mangeuses de carburant, placement d'une charge explosive légère sous la coque pour endommager l'arbre d'hélice ou le gouvernail du Rainbow Warrior, l'obligeant à de lourdes réparations, provoquer une dysenterie accidentelle pour laisser l'équipage à terre, et enfin, une charge explosive lourde sous la coque pour couler le navire. Cette dernière hypothèse, la plus radicale, est celle qui est retenue par le pouvoir politique pour que cesse l'activisme du Rainbow Warrior. L'Élysée donne l'aval à cette opération le 28 mai et le ministère de la Défense le 7 juillet. L'amiral Lacoste obtempère malgré ses réserves. Il aurait préféré l'alternative consistant à polluer le gasoil du Rainbow Warrior pour l'empêcher de prendre le large. L'opération se déroule donc le 10 juillet 1985. Le matériel est transféré d'une camionnette de location, conduite par les faux époux Tourange, dans un canot pneumatique par 3 nageurs de combat. Le pilote est Gérard Royal, frère de Ségolène Royal. Les 2 autres militaires sont Jean Camas et Jean-Luc Kister. Ces derniers plongent et collent sous la coque du Rainbow Warrior 2 mines reliées entre elles et devant exploser à 5 minutes d'intervalle. La première de 5 kg contre le safran, la partie arrière du bateau, est de faible puissance pour provoquer le sauve-qui-peut ou l'évacuation du navire. La seconde de 15 kg près de la salle des machines pour l'envoyer par le fond. Plus de 35 ans après les faits, le colonel Jean-Luc Kister raconte son rôle dans cette opération hors norme. Kister était notamment chargé de placer les explosifs sous le bateau. On avait prévu de poser 2 charges, une petite pour pousser les gens à évacuer, une grande pour faire couler le bateau. L'emplacement des bombes avait été prévu à l'avance. Au dernier moment, le chef de l'opération s'est demandé « Est-ce que les gens vont évacuer ?» Alors il a décidé de faire péter la plus grosse d'abord. Notre rôle, à mon coéquipier et moi, a été de poser les charges à 20h pour qu'elles pètent 3 heures plus tard, à 5 minutes d'intervalle. Une fois celles-ci posées, j'ai retiré les goupilles que j'ai ramenées à mon chef de mission, puis j'ai initié les charges. On n'avait pas prévu que le trou de l'explosion serait aussi gros. En effet, il faisait 3 mètres de diamètre. Les protagonistes sont définitivement identifiés comme étant les poseurs de bombes grâce à leurs empreintes digitales retrouvées sous le canot pneumatique qui avait servi à poser la bombe. À cette époque, la technique pour relever les empreintes sur un objet ayant séjourné dans l'eau,
comme ce fut le cas pour le dessous du canot, était très peu répandue. Cependant, une équipe d'experts internationaux qui se trouvait sur place à cette époque mit à sa disposition son savoir-faire tout nouveau et releva les empreintes qui, quelques mois auparavant, seraient restées inexploitables. Le procès débute le 4 novembre 1985, 4 mois après les attentats. Seuls les faux époux Tourange, le commandant Alain Maffard et la capitaine Dominique Prieur comparaissent devant la cour de justice d'Auckland pour les premières auditions. Ils plaident coupables d'homicide involontaire. Le 22 novembre, ils sont condamnés à 10 ans de prison. Après négociation entre les États français et néo-zélandais, ils sont transférés en juillet 1986 sur l'atoll de Hao, en Polynésie française, et affectés au 5e régiment étranger pour un emploi dans l'administration. L'affaire entraîne également une crise dans les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les deux parties font appel au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, alors le Péruvien Javier Pérez de Cuellar, en lui demandant de rendre une décision contraignante pour les deux parties, ce qu'il fait 1 an après l'attentat, en juillet 1986. La décision accorde une double réparation à la Nouvelle-Zélande. D'abord, une satisfaction sous la forme d'excuses officielles de la France. Ensuite, une réparation de 7 millions de dollars de dommages et intérêts. Le 9 juillet, 3 accords sous forme d'échange de lettres sont signés pour régler le problème. Conformément à ces accords, les deux agents français, les faux époux Tourange, le commandant Maffard et la capitaine Prieur, sont transférés sur l'île d'Hao en Polynésie française avec interdiction de revenir en métropole avant 3 ans. Mais l'année suivante, le 14 décembre 1987, le Premier ministre Jacques Chirac fait rapatrier le chef de bataillon Maffard pour raison médicale, lequel est suivi quelques mois plus tard, le 6 mai 1988, du capitaine Dominique Prieur, enceinte après que son mari, lui aussi officier, avait été muté sur l'île. La Nouvelle-Zélande porte alors l'affaire devant un tribunal arbitral. Les relations entre les deux pays vont en rester tendues quelques années. En 1987, la France verse 8,16 millions de dollars d'indemnités à Greenpeace. Retraité de l'armée française le 30 décembre 1994 avec le grade de colonel, Alain Maffard est devenu photographe animalier. Colonel de réserve en 2008, Dominique Prieur a été directrice des ressources humaines par intérim, pendant 8 mois, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sous le nom de Maire, son nom de naissance. Je me suis appuyé du livre « L'affaire du Rainbow Warrior » de Jean Carpentier, professeur à l'université Nancy 2, pour écrire ce récit. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.